Hop, bonjour à tous. Bonjour Karim. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, ouais, on Ouais, t'entend. parfait. C'est tout bon. Hop. Nickel. On attend une petite minute que tout le monde se connecte et ensuite on va pouvoir lancer ce webinaire. Top. Bah, je vous propose de commencer puisque la première partie, c'est toujours une petite introduction sur pourquoi on est là. Ça va, la plupart d'entre vous être déjà rodés sur l'exercice. Donc juste pour vous rappeler, ce webinaire, il est enregistré. Pour les personnes qui n'ont pas pu euh, être présentes, il y aura un replay qui sera envoyé. Très rapidement, vous voyez tous bien mon écran, c'est bon? Ouais, top. Juste pour rappel, ces webinaires, ils sont donc organisés par l'association Mountain Riders qui porte trois grands projets. Le projet Montagne Zéro Déchet qui organise entre autres des ramassages de déchets en montagne. Le Flocon Vert qui nous rassemble aujourd'hui, qui est une démarche labellisante, et le projet Éducation-Formation qui s'adresse à tout type de public, jeune ou moins jeune, sur de la sensibilisation à l'environnement. Juste pour rappel, le Flocon Vert, c'est une démarche labellisante qui est aussi une démarche de progrès, et donc on prône l'amélioration continue. L'objectif du Flocon Vert, c'est engager et structurer la transition écologique des stations de montagne, tout en impliquant l'ensemble des parties prenantes du territoire. Et à la fois, l'objectif aussi de donner une vision claire au grand public de ce que c'est une destination de montagne engagée. Donc, on est aujourd'hui réunis autour du Flocon Vert. On se retrouve tous les 2 mois et tous les mois au sein de l'asso et tous les 2 mois pour parler d'un des critères du cahier des charges du Flocon Vert. C'est toujours le jeudi de 14h à 15h30 et vous pouvez aller retrouver les épisodes précédents. Le dernier était sur les indicateurs de durabilité. Le prochain sera organisé par Montagne Zéro Déchet au sujet de la charte nationale zéro déchet sauvage en 2030. Donc voilà pour notre micro-introduction sur pourquoi on est là et pourquoi on se retrouve. Aujourd'hui, au programme, on va commencer, on va faire un exercice un peu différent d'habitude. On va commencer par vous laisser la parole. On va partir en sous-groupe dans 2-3 minutes pour vous interroger sur les achats responsables, ce que vous en percevez. Et ensuite, donc on fait un peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, nous, on va vous donner notre vision sur le cahier des charges Flocon Vert et ce qu'on attend en regard de ce critère. On aura l'apport de Bénédicte, donc il y a Karim qui est parmi nous, qui va pouvoir présenter ce que tu fais d'un point de vue surtout critère social. Valseni, donc Morgane, interviendra pour présenter le projet des Roches Blanches. Il y a un exemple concret d'achat responsable et de projet responsable. Et ensuite, donc Foil Effect et donc Olivier Favier qui est présent aujourd'hui et avec qui on a co-organisé ce webinaire, apportera aussi un regard d'expert sur cette thématique de par son expérience. Donc, on est ici présent. Il y a Christophe aussi qui va co-animer un de ces temps de sous-groupe. Je vais d'abord vous lancer un petit questionnaire sur qui vous êtes. Euh, et
voir, enfin, donc je vous envoie une petite, une, quelques petites questions. Est-ce que vous, je pense qu'il faut le mettre là. Est-ce que vous pouvez accéder au questionnaire pour répondre aux trois petites questions qui nous concernent et qui vont permettre de voir un petit peu qui est-ce qu'on a autour de la table. Ok. Et donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment que ce soit participatif. Donc n'hésitez pas voilà, à rallumer vos micros. De toute manière, dans quelques minutes, on va repartir en sous-groupe où chacun va pouvoir prendre la parole sur sa perception des achats responsables. Et en attendant, donc, n'hésitez pas à remplir des questions. Globalement, on a quelques habitués qui sont parmi nous. Et on a un peu de tout aujourd'hui. On a l'Office du tourisme, du domaine skiable. Euh, super. Et ben, je vous propose qu'on passe en petits groupes. Alors Estelle, je vais te faire une suggestion, parce qu'en fait on est un petit peu moins nombreux que prévu, il y a eu pas Ouais. mal de désistements. Mhm. Donc peut-être qu'on peut juste simplement, tu vois, sachant qu'on est, vous êtes trois de Mountain Riders, on est Ouais. trois intervenants, donc on aura la parole. C'est peut-être Mhm. juste de rester en grand groupe et Ouais. d'écouter chacun là-dessus. Tu vois, ça permet de connaître un peu qui est présent et il n'est pas forcément nécessaire, vu le nombre où on est, de partir en sous-groupe. Oui, c'est vrai que, étant donné que... oui, oui, effectivement. C'est, je prends la suggestion. Top. Et ben, si tout le monde est OK, je vous propose que chacun puisse s'exprimer sur donc qu'est-ce qu'un achat responsable pour vous? Et ensuite, de donner un exemple concret d'un achat responsable. Et ensuite, de pouvoir exprimer potentiellement les freins que vous rencontrez. Alors, et je vais pouvoir prendre des petites notes en même temps que vous vous exprimez sur, pour vous, qu'est-ce qu'un achat responsable, un exemple d'achat responsable et vos difficultés rencontrées. Qui se Il lance? faut quelqu'un pour débuter? Ouais, Ben, je veux bien débuter alors. c'est super. Donc moi, c'est Fabien. Achat responsable, je veux dire un achat responsable, je veux dire un achat durable. Mhm. Un achat qui, bon, durable dans le temps, mais aussi qui soit en termes d'environnement le moins impactant possible, qu'il ait une possibilité de le réparer, voilà, solide et réparable. Euh, un exemple, bon, j'ai un exemple de séparateur de voirie, chose bête, hein, des grosses barrières en bois qu'on met généralement sur les bords de route pour sécuriser en commune de montagne, de station. Moi, je fais le choix même si c'est un peu plus cher, d'acheter des séparateurs qui sont en mélèze et pas en bois traité, parce que le bois traité se recycle pas. Euh, avec une entreprise qui permet aussi la vente de kits qui nous permettent de les réparer en cas de casse. Voilà. Une difficulté, bon, on dirait c'est le prix, quoi. Il y a l'explication que c'est un peu plus cher et le fait que, voilà, que ce soit un peu plus coûteux pour la collectivité. Par contre, voilà, c'est plus durable en termes d'environnement. Ok, super. Euh,
Et est-ce que, du coup, tu rencontres des difficultés sur la mise en place d'achats responsables? Donc, ouais, plutôt Alors, une question de prix. aujourd'hui, en tout cas moi sur ma collectivité, non, j'ai un maire qui me donne sa confiance et qui me permet d'agir voilà, comme je le souhaite. Mais c'est vrai qu'après, dans l'équipe municipale, il y a son appui, il y en a d'autres qui pourraient dire effectivement certaines choses sont un peu plus chères. Voilà, mais on a une vision un peu plus lointaine, on va dire, que faire un achat de prime abord. On regarde un peu le côté durable qui va. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Fabien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? Allez, moi j'y vais. Bonjour Vas-y. Christelle. Bon, je suis pas un peu connue de Mountain Riders, mais j'interviens plutôt avec une qualité de consultante. Je crois qu'il y a Christian qui est par là. Je travaille avec La Plagne, entre autres, et Megève, les sujets de transition. Et donc, par rapport à ce qui est donné comme super définition par Fabien, moi je rajouterais potentiellement aussi des clauses d'insertion sociale ou un lien avec euh, ben, les entreprises adaptées, les ESAT, ce genre de choses aussi. Ça peut être un autre complément. Idéalement, un bilan carbone le plus faible possible. Alors, je pense à la distance, mais avec la difficulté qui vient tout de suite, deux, on n'a pas le droit, contre les marchés publics, de faire de la préférence locale. Mhm. Euh, du coup, dans les difficultés, si je vois un prisme sur un de mes clients qui est plus comment est-ce qu'on fait pour que quand c'est une grosse collectivité, tout le monde ait un peu les mêmes réflexes, donc l'envie d'intégrer ces critères d'achat responsable, tout en complexifiant pas les process de trop non plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme critère, qu'est-ce qu'on peut mettre comme note aussi parfois dans la partie sélection des prestataires. Et puis ce qu'on dit souvent, c'est mais comment on vérifie que c'est vrai après? Si c'est des clauses d'insertion, bien des labels, est-ce que c'est pas de l'autoproclamation au moment de la réponse à l'appel d'offres et est-ce que c'est juste derrière, sans que ce soit une usine à gaz, encore une fois, de tout aller vérifier, quoi. Donc plutôt de l'ordre du process. Mm, mm, mm. Donc, ouais, ce serait plutôt ça enfin, c'est le process qui est plus complexe et embarqué. Est-ce que tu as un exemple, un bon exemple d'achat responsable en tête ou pas? J'en ai un en tête, mais il est à Valsony, donc je pense que ça va être ce dont Morgane parlera. J'étais pas très longtemps aussi. Je peux rajouter sur la commune de Megève, comme ils sont pas là, il y a tout un travail qui a été fait sur tout ce qui est fourniture de bureaux et de mobilier, en fait, pour référencer justement des solutions plus vertueuses, entre guillemets. Il y a aussi un impact sur le coût, ce que disait Fabien tout à l'heure. Mais voilà, sur en tout cas une série d'items, un goût pour les utiliser en les sourçant de façon plus vertueuse. Mais la difficulté, c'est que est-ce que tous les services passent bien par ce catalogue par rapport à d'autres solutions qui parfois sont juste des habitudes aussi, quoi. Mm, mm. Ok, super. Merci Christelle. Est-ce que quelqu'un prend la suite? Ouais, du coup, je vais me lancer. Alors, Vas-y. il y a déjà de très belles choses qui ont été dites. Effectivement, je vais essayer de pas trop non plus en dire parce que ce sera l'objet de mon intervention de tout à l'heure. Mhm. Mais effectivement, la notion d'achat responsable est une démarche engagée par une structure, hein, que ce soit une collectivité, une entreprise, une association ou tout type de structure qui souhaite aller vers une démarche d'achat plus responsable. Et puis, les achats responsables se déclinent en deux dimensions. Il y a à la fois la dimension environnementale, que je maîtrise moins, et puis la dimension plutôt sociale et sociétale. C'est permettre justement d'acheter auprès d'acteurs économiques locaux, ou en tout cas qui ne se situent pas au l'autre bout du monde, et qui respectent un certain nombre de critères, que ce soit les droits humains, que ce soit euh, d'être dans une démarche plutôt écologique, ou alors d'avoir en tout cas des produits qui répondent à certains cahiers des charges. Et parmi ces acteurs, en fait, il en existe un certain nombre qui sont, alors je spoil un peu, mais il y en a en tout cas sur le secteur, ce qu'on appelle le secteur protégé adapté de travail, que représente tout à l'heure ce qui a été dit tout à l'heure à travers les ESAT, les entreprises adaptées, mais en réalité, il en existe bien plus, parce qu'aujourd'hui, Mhm. il y en a 80 000 répartis sur tout le territoire national.
Et du coup, c'est une des façons, en tout cas, de consommer autrement, avec des acteurs qui souvent sortent des radars des acheteurs en entreprise ou en collectivité. Donc en tout cas, voilà, cette dimension, elle est beaucoup moins connue que plutôt la dimension environnementale. Pour autant, il y a aujourd'hui des acteurs qui sont économiquement tout à fait intéressants et qui sont capables de proposer une diversité de produits et services qui répondent à des besoins aujourd'hui. Super. Bah, je pense effectivement, tu pourras approfondir juste après pour nous en dire plus. Est-ce qu'il y a parmi les personnes qui participent euh, d'autres volontaires pour donner leur vision de ce qu'est un achat responsable? Il y a, il y a Benjamin qui a repris en route, donc on est sur un moment voilà, de partage collectif. Si chacun souhaite dire un petit mot sur ce qu'il considère être un achat responsable, vous êtes les bienvenus. Moi, je veux bien donner un exemple. Alors, on n'aura pas la hauteur d'un domaine skiable ou d'une commune, parce que moi, je représente un office de tourisme, donc on n'a pas forcément des installations aussi impactantes. Néanmoins, on voit quand même passer beaucoup de monde en saison. Donc, nous, l'exemple qu'on avait travaillé avec notre communauté de communes, c'était sur la carte randonnée que l'on vend, qu'on vend à plus de 3000 exemplaires. Donc, il y a quand même une distribution assez importante. C'est une carte qui réunit deux livrets selon le niveau de randonnée et le tout étant de les assembler ensemble. Donc, en fait, on avait travaillé justement avec un ESAT pour recycler les banderoles utilisées lors des événements des offices de tourisme, de l'office de tourisme, enfin, et du territoire de manière générale. Et les AT en faisaient en fait une sorte de petite attache scratchée qui permettait de retenir le petit coffret. Voilà, quand on voit la dimension, enfin, la quantité qu'on vendait, on trouvait ça quand même intéressant et en plus, ça donnait quelque chose un petit peu plus quali pour éviter justement que ce soit jeté ou qu'on le retrouve dans la nature. Pour le coup, là, on était face l'été dernier à une vraie difficulté dans le sens où justement, les AT ne pouvaient pas fournir autant d'attaches qu'on vend de cartes. Voilà, Ok. c'est pas forcément la même dimension que, que dit précédemment. Mais, Non, mais justement, ça se complète. C'est le but, c'est intéressant. Est-ce que Benjamin ou Christian voulaient prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, j'ai rejoint en route. Donc, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, peut-être si j'avais une touche à ajouter qui serait davantage sur le versant global, entre guillemets, puisque sur le versant local, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. J'ai balayé un petit peu du regard les étiquettes jusqu'à maintenant. Euh, Peut-être on pourrait même extrapoler la définition en disant qu'un achat responsable sur le plan global, c'est un achat dont on subit quelque part dans notre mode de vie les conséquences négatives. Je pense en particulier à l'extraction des ressources minérales. Aujourd'hui, c'est difficile de parler du numérique comme étant des achats responsables, étant donné que sur le territoire national, nous, on n'a que que très peu des conséquences négatives qui sont liées à l'extraction des minéraux, que ce soit sur le plan de la pollution des solvants d'extraction qui restent et qui perdurent des millions d'années dans les écosystèmes naturels, ou par les désagréments paysagers qui s'accompagnent de cette extraction-là. Donc peut-être qu'à l'avenir, ce qu'on pourra appeler peut-être un achat responsable, ce sera un achat qui aura été extrait, transformé et distribué au sein de notre périmètre de ressenti des conséquences locales. Euh, et donc, typiquement, sur le territoire français ou même dans les territoires à proprement parler, on puisse avoir, par exemple, des mines, ou si on veut avoir moins de mines, eh ben, on consomme moins de matières minérales. Ça apparaît assez cohérent et ça apparaît assez peu cohérent aujourd'hui de faire ressentir les conséquences négatives en termes de pollution et de santé
de nos excès, on va dire, numériques dans les pays du Sud. Voilà. Ok, C'est assez globalisant, mais c'était peut-être la seule chose que je pouvais ajouter vis-à-vis de ce qui avait déjà été dit. ok, top. Est-ce que Christian, tu veux poursuivre et rajouter quelque chose? Vous m'entendez là ou... Oui, on t'entend bien. Ouais, parce qu'en plus, je fais ça avec le téléphone, enfin, c'est pas très pratique. Donc, Ok, non. Moi, je viens là un peu par curiosité. Les ok, achats, je m'en occupe pas trop. Donc, enfin, bon, par curiosité, je suis quand même intéressé sur comment ça se passe. ça marche. Donc, non, je n'ai pas de témoignage à apporter. Désolé. D'accord, pas de problème. Et donc on a Carole qui vient de nous rejoindre aussi, qui est en cours de connexion. Euh, mais je pense qu'on a un petit tour d'horizon déjà, des premières idées de ce que peut être un achat responsable. Olivier, toi, est-ce qu'il y a des éléments que tu souhaitais, qui te manquent ou que tu souhaitais Non, je pense qu'on aura l'occasion d'avoir des illustrations complémentaires, à la fois par le cas de Morgane, parce que posera Karim, et puis je compléterai aussi. Donc, à ce stade, peut-être qu'on peut aller sur ce que tu Parfait, disais, la présentation du flocon, du cahier des charges, tout ça. nickel. Et ben dans ce cas-là, je vais passer la main à Lucie pour nous donner la vision de ce qu'est le cahier des charges flocon vert et le critère achat responsable. Hop, tu es par là. Lucie, je sais pas s'il y a un souci de connexion. Bah déjà, ce que je peux vous dire, moi de mon côté sur la partie achat de ce critère achat responsable, c'est qu'il est fait partie d'une des 4 grandes familles du flocon vert que vous connaissez maintenant, que vous connaissez tous plutôt bien. Donc, il fait partie de l'économie durable, qui est donc l'économie durable, c'est une grande famille qui est composée de 5 grands critères. Et donc, on a une notion d'achat responsable qui a été intégrée au cahier des charges 2022, qui n'était pas présent avant. Et donc, c'est un enjeu qui paraît majeur et où il y a vraiment un travail à faire, où les territoires sont pas forcément encore euh, très au fait de ce que ça implique. Je ne sais pas si Lucie est de retour parmi nous ou je poursuis. Ok. Bon, Non, elle a globalement, une difficulté de connexion là, son ordi est en ok, rade. ça marche. Donc si tu peux continuer. Ok, pas de problème. Bah, globalement, ce qu'évoque le critère des achats responsables du cahier des charges, c'est que, et ce qui est attendu d'une destination vis-à-vis de ce critère, c'est que la destination privilégie des produits locaux dans ses commandes et ses prestations, et qu'il y ait des clauses sociales et des clauses environnementales, c'est ce qu'on évoquait juste avant, donc on a bien la mention des deux. On a aussi une notion de matériaux locaux pour qu'ils soient. Donc, ces 3 critères, on demande qu'ils soient intégrés aux appels d'offres et aux marchés qui sont proposés par les domaines skiables, l'Office du tourisme et la collectivité, avec les contraintes de chacun, spécifiques de chacun. Donc, les attendus, on a une notion de stratégie. Donc, on demande à ce que les territoires ils formalisent une stratégie d'achat responsable avec des objectifs chiffrés d'amélioration. On demande qu'il y ait à minima une personne sur le territoire qui soit formée sur le sujet des achats responsables. Et donc, qui figure des clauses sociales et environnementales dans l'ensemble des appels d'offres de ces 3 principaux acteurs qui sont Office du tourisme, mairie et domaine skiable.
Après, point de vigilance ou ce qui peut parfois créer des limites, c'est que il y a parfois des restrictions sur les produits locaux et des difficultés d'adapter les marchés publics aux critères environnementaux et sociaux. Et donc, il y a aussi ouais, parfois des contraintes de prix et les notions que vous évoquiez précédemment. Je sais pas si Lucie, tu souhaitais ajouter quelque chose, mais sinon on pourra revenir sur un échange. Ou peut-être qu'il y a Claire aussi qui est parmi nous si tu veux ajouter quelque chose sur ce volet-là, n'hésite pas. Il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà et je pense que ça balaye quand même vraiment bien le critère. Et c'est chouette que Karim soit là aujourd'hui parce que c'est vrai que le cahier des charges, tout en ayant inscrit les critères sociaux, en plus des critères environnementaux, c'est vrai qu'on a en tout cas, nous, on avait de la difficulté à se représenter ce que ça pouvait être ces critères sociaux. Et je pense qu'on va en apprendre davantage grâce à la présence de Karim de l'organisme Bénétique sur voilà, l'univers des achats socialement responsables et comment en fait ça peut être facile et même vous faire économiser de l'argent. Donc on est enfin voilà, hyper content. Top. Merci. Dans ce cas, justement, je vais laisser la parole à Karim. Ça fait une bonne transition pour justement que tu nous expliques ce que tu fais et pourquoi tu es concerné par les achats responsables. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être me présenter et puis présenter Bénétique, qui on est. Donc Bénétique, en fait, c'est une structure qu'on a montée il y a maintenant près d'un an. Juste pour contextualiser en fait la création, moi je suis plutôt issu du monde de l'ESS parce que je travaillais à l'école de la deuxième chance à Chambéry. Donc ma mission c'était d'accompagner des jeunes vers l'inclusion, vers l'insertion professionnelle. Et parmi ce public-là, j'avais plus de 30% de publics en situation de handicap, donc c'était plutôt des handicaps cognitifs. Et ma mission, c'était de les accompagner vers cette fameuse reconnaissance RQTH qui vous parle peut-être ou pas, parce que c'est encore une notion qui est parfois méconnue en entreprise et qui permet tout simplement de faire reconnaître sa pathologie en entreprise. Et à ce titre-là, quand j'étais à l'école des Amchamps, j'étais aussi chargé des relations entreprises, donc c'est moi qui animais tout le réseau partenarial de l'école. Et du coup, j'étais en lien à la fois avec tous ces acteurs de l'inclusion. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé à évoquer les ESAT, mais pas que. Il y a aussi les associations, les entreprises adaptées. Je reviendrai plus en détail sur le principe, mais aussi sur les travailleurs indépendants handicapés. Et de l'autre côté, j'étais aussi en lien avec les entreprises qui souhaitaient aller de plus en plus vers une démarche éthique, responsable, et par ailleurs répondre à cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mais qui ne savaient pas, qui étaient perdus parmi tout ce beau monde et souvent démunis face aux nombreux dispositifs qui existaient. Et quand j'étais à l'école de deuxième chance, donc j'ai rencontré Pierre Alain, qui est le cofondateur de Bénétique, et lui, il vient plutôt de l'univers RH, puisqu'il était le responsable des ressources humaines de l'entreprise Noroto. Donc il a géré plus de 600 collaborateurs sur tout le territoire régional, et il avait cette casquette de référent handicap. Et en discutant ensemble, on arrivait à la même conclusion, c'est que il existe plein de choses, il existe beaucoup de dispositifs, mais il y a très peu de liens qui sont entre ces deux mondes. Il y a très peu de liens, il y a très peu finalement d'actions, alors que chacun pouvait s'apporter mutuellement. Et c'est là qu'est née l'idée de créer Bénétique, qui est la contraction entre bénéfice et éthique. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, il existe une obligation légale en France de 6%, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aujourd'hui, qui est difficilement atteignable. Et de l'autre côté, il y a des acteurs qui ont que ce soit des profils, des services ou des produits qui sont tout à fait intéressants, mais qui sont encore très méconnus, alors que ils pourraient à la fois répondre à cette demande, à cette démarche d'achat socialement responsable, et à la fois d'aller capter des profils qui sortent des radars habituels des recruteurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, Bénétique, on a lancé l'activité autour de la politique handicap en France à travers une approche plutôt globale, comme donc vous l'avez compris, avec cette approche plutôt RH et puis expertise du territoire.
Et cette activité se décline à la fois sur la formation de référents handicap, parce qu'aujourd'hui en France, la loi exige que toutes les entreprises de plus de 250 aient un référent handicap, mais même parfois des entreprises de moins de 250 mettent en place un référent handicap en interne. Ça va être sur des ateliers de sensibilisation des collaborateurs sur cette fameuse RQTH. Ça va être sur les diagnostics ou création de tableaux de pilotage RH et financier, parce que derrière tout ça, il y a aussi un coût, parce qu'il y a une redevance à payer en cas de manquement. Et c'est mettre en place, en tout cas, initier une politique handicap en entreprise, collectivité, toutes les entreprises de plus de 20 collaborateurs. La deuxième activité qui est liée à la politique handicap, et je reviendrai tout à l'heure plus en détail, mais ce sont les achats socialement responsables, effectivement, comme je disais tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'aller consommer autrement auprès de tous ces acteurs qui existent sur le territoire et qui ne sont pas forcément connus ou visibles sur le territoire. Et puis, on a une troisième activité qui est l'accompagnement social en entreprise, parce que c'est une activité qui est venue après, parce que c'est vrai que le handicap, c'est un sujet, mais on s'est rendu compte qu'en entreprise, il y avait aussi d'autres problématiques d'ordre personnel qui pouvaient avoir un impact au travail, que ce soit des problématiques d'ordre divorce, à être budget, surendettement, situation de père aidance. On a de plus en plus de cas de père aidance en entreprise, des situations de famille, garde d'enfants, accès aux droits de plus en plus. Et l'objectif, c'est de proposer des permanences sociales directement en entreprise pour pouvoir accompagner tous les collaborateurs qui sont dans la demande. Donc voilà en tout cas nos trois activités. On a mis quelques partenaires avec qui on travaille aujourd'hui, parce qu'on travaille avec tout type de structures, que ce soit des collectivités ou des entreprises. On travaille par exemple avec Jeanlin, avec Ugitech, avec Ecosport, parce qu'aujourd'hui, la politique handicap concerne tout type d'entreprise. Avant de rentrer dans les achats socialement responsables, je vais juste vous présenter, en tout cas vous dire 2 mots sur cette fameuse OETH. Donc l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est une obligation aujourd'hui qui oblige toutes les entreprises de plus de 20 collaborateurs, donc entreprises et collectivités, toute structure de plus de 20 collaborateurs, à avoir au moins 6% de public en situation de handicap. Donc c'est la loi qui l'exige, et si elle ne respecte pas cette obligation, elle paye une redevance qui peut aller jusqu'à 17 000 € par an et par collaborateur manquant. Donc autant dire que ça représente un certain poids parfois pour certaines entreprises, sachant que c'est une loi qui date aujourd'hui de plus de 30 ans, mais qu'aujourd'hui, on est à peine à 3,5% en termes de moyenne nationale. Donc, on est encore loin du compte, parce qu'il y a une méconnaissance du handicap en entreprise, parce qu'on l'associe, et dans l'inconscient collectif, lorsqu'on parle d'handicap, on parle souvent de trisomie ou de fauteuil roulant, alors qu'en réalité, le handicap au travail n'est pas du tout le même que celui dans la société civile, parce qu'on va parler de certaines pathologies comme du diabète, l'hypertension, ça va être de l'eczéma, ça va être des sciatiques, ça va être des hernies discales, en fait, de la dyslexie énormément, donc énormément de pathologies qui pour beaucoup ne rentrent pas du tout dans le champ du handicap. Et donc notre mission, c'est vraiment d'aller en entreprise pour aller sensibiliser les collaborateurs en disant potentiellement vous pouvez être concerné par une situation de handicap, donc faites cette démarche-là, parce qu'il y a un certain nombre d'avantages, et je ne vais pas les dire parce que ce n'est pas le propos du jour, mais par exemple elle peut leur permettre en tout cas d'avoir des aménagements de poste, partir dans une certaine mesure plutôt à la retraite, des subventions pour créer une auto-entreprise à côté, etc. Donc du coup cette législation donc, de 6%, donc, comme je le disais, elle concerne toutes les entreprises. Et du coup, il y a 2 manières de répondre à cette obligation. Le premier, c'est l'emploi direct. Donc, le législateur a privilégié cette démarche. Donc, c'est d'aller recruter des personnes qui sont en situation de handicap. Mais on sait que ce n'est pas forcément évident, surtout dans un contexte de plein emploi sur un territoire où c'est extrêmement parfois compliqué d'aller trouver des profils. C'est pas forcément évident d'aller trouver ces publics-là. Donc la solution, c'est d'aller sensibiliser en interne pour pouvoir aller permettre à aux collaborateurs d'aller faire une démarche de RQTH. Donc c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, mais c'est pas non plus évident. Donc ça, c'est une des premières possibilités. Et la deuxième possibilité, c'est l'emploi indirect. Donc le législateur permet aux entreprises, pour pouvoir répondre à cette obligation, d'aller s'engager dans une démarche d'achat socialement responsable auprès du secteur protégé adapté du travail. Donc, je reviendrai plus en détail, mais l'idée, c'est d'aller solliciter tous ces acteurs qui recrutent des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des activités de produits et services, et c'est de consommer auprès de ces dernières pour pouvoir justement répondre à cette obligation d'emploi.
je t'ai pas posé la question en termes de timing. Tu peux me dire pour. Ouais, bah, ouais, 5-10 minutes Et donc, je vais euh, essayer d'accélérer un peu. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces produits et services? Donc, traditionnellement, on a espace vert. C'est l'activité traditionnelle, par exemple, des ESAT. On va avoir tout ce qui est conditionnement. Pareil, des ESAT qui sont spécialisés dans le conditionnement, mise sous pli, etc. On a les activités de nettoyage. Ça, ce sont les activités traditionnelles, mais pas que ça en fait. Et souvent, lorsqu'on a lancé le projet, qu'on parlait aux entreprises, souvent elles nous disaient ouais, mais les ESAT, on les appelle pour les espaces verts ou pour le nettoyage. C'est vrai que c'est l'activité principale traditionnelle, mais aujourd'hui, il y a une montée en compétences depuis quelques années où aujourd'hui, elles sont capables de proposer bien plus, notamment la gestion des déchets, par exemple, que ce soit les déchets papier, les déchets d'équipements électriques et électroniques, par exemple. Des ateliers de couture. On a par exemple un ESAT qui travaille avec un grand nom sur Aix-les-Bains pour pouvoir faire travailler le cuir, faire de la maroquinerie. On a de la gravure par exemple sur bois. Ça, c'est une des activités d'un ESAT partenaire. On a de la robotisation. Aujourd'hui, par exemple, on va citer une structure qui travaille avec des grands noms comme Tefal, justement, pour pouvoir produire et assembler en fait des produits. Ensuite, on va avoir des opérations de blanchisserie. Il y a aujourd'hui des ESAT et des entreprises adaptées qui sont spécialisées sur cette thématique-là et qui sont locaux par ailleurs. On va avoir tout ce qui est magasinage, logistique. On a par exemple un partenaire sur le territoire qui gère toute la chaîne de commande d'un site en ligne. En tout cas, de la commande jusqu'à l'expédition, c'est géré directement par un ESAT. On va avoir des espaces de stockage aujourd'hui qui sont proposés par les structures, mais aussi des prestations intellectuelles, par exemple de la formation. Tout à l'heure, je parlais de travailleurs indépendants handicapés. Aujourd'hui, il y a la formation. On travaille ici, on est situé, je ne l'ai pas dit, mais au Bourget du Lac, à l'incubateur Serva Technolac. Et il y a des porteurs de projets, il y a des entrepreneurs qui sont spécialisés dans l'informatique, par exemple la cybersécurité, qui sont en situation de handicap. Donc eux, ils sont travailleurs indépendants handicapés et peuvent permettre aux entreprises de répondre à cette fameuse obligation. Voilà, donc il y a aussi des activités plus techniques, électroniques et électriques, de la formation comme je disais, et il va y avoir tout ce qui est impression également. Si vous voulez, par exemple, sous-traiter l'impression de flyers, de plaquettes, aujourd'hui on a des partenaires, en tout cas des ESAT sur le territoire, même au niveau national, qui sont capables aujourd'hui de répondre à ces demandes-là. Et on a des activités de restauration. Donc vous voyez, donc du coup, vous voyez qu'il y a aujourd'hui une multitude de possibilités. Tout à l'heure, je disais 80, mais il y a 90 800 manières d'avoir un impact social en achetant, parce que il va y avoir ces structures-là qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Et parmi celles-ci, il y en a 3 principales. Donc, au départ, ce sont les ateliers protégés, donc les ESAT. Il y en a 1500 en France. Donc, eux, généralement, donc, ce sont des établissements qui font travailler plutôt des usagers. Ce ne sont pas des salariés, ce sont des personnes qui ont une pathologie plutôt lourde, qui ne pourront pas ou peu en tout cas aller dans le milieu ordinaire de travail, donc l'entreprise classique, si je puis dire. Et ce sont des personnes qui vont effectuer plutôt des tâches répétitives. Mais tout à l'heure, je parlais de conditionnement ou d'espace vert. Typiquement, c'est le type d'activité qu'elles sont capables de proposer. Ensuite, on a les entreprises adaptées et elles relèvent du droit du code du travail classique, entre guillemets. Et par contre, elles ont l'obligation d'avoir 55% de publics en situation de handicap. Donc là, c'est l'intermédiaire entre plutôt les ESAT et l'entreprise ordinaire. Et on est plutôt sur des pathologies plutôt légères. Et l'objectif des entreprises adaptées, c'est plutôt un tremplin qui va permettre en tout cas à ces personnes-là d'accéder ensuite vers vers une insertion vers l'entreprise ordinaire en fait. Et pareil, ces entreprises-là proposent en fait une multitude d'opérations. On a par exemple en Haute-Savoie un partenaire qui fait les fameux ARVA, vous savez, les airbags de montagne. C'est assemblé par un ESAT, une entreprise adaptée du territoire. Donc, vous voyez, donc, il y a vraiment une multitude de métiers possibles, d'activités possibles qui peut être en tout cas sous-traitées à ces structures-là. Et le troisième et quatrième sont liés, ce sont les travailleurs indépendants handicapés qui, eux, sont des travailleurs qu'on a encore moins qu'on a plus de difficultés à identifier. Et eux, on va être plutôt sur de la prestation intellectuelle. Il y en a un certain nombre sur le territoire et on va être sur, tout à l'heure, comme je disais, l'informatique, la cybersécurité, lavage auto. En fait, ce sont des indépendants parce qu'à partir du moment où une personne
et à une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, souhaite se mettre être à son compte, elle peut automatiquement avoir ce statut. Et l'avantage, en tout cas pour vous, entreprise ou collectivité ou organisme public, en ayant recours à ces personnes-là, à la fois vous engagez une démarche d'achat socialement responsable, à la fois ça permet de répondre à cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et à la fois ça vous permet de déduire 30% de vos factures en faisant appel à ces structures-là. Donc, il y a 3 bénéfices, en tout cas, d'avoir recours à ces structures-là. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est un monde qui est assez peu connu. Donc, je prends l'exemple de quelques projets qu'on a mis en place sur cette année. Par exemple, la mise à disposition de collaborateurs fait partie des achats socialement responsables. Typiquement, vous avez un besoin sur une activité, par exemple, ponctuelle ou durable. Il est tout à fait possible, en tout cas, d'avoir recours à ces acteurs-là qui vont vous mettre à disposition un salarié sur une durée de 24 mois maximum, sur 1 ou 5 jours, où c'est à définir via une convention. Et ça permet à la fois à la personne, aux travailleurs, de pouvoir avoir une activité dans le milieu ordinaire. Donc, c'est un véritable tremplin. Et pour vous, de répondre à l'obligation et potentiellement capter des profits qui peuvent être intéressants. Donc ça, il y a des liens qui peuvent être faits assez facilement. On a par exemple un projet de soudure et assemblage d'enrouleurs pneumatiques, donc avec une entreprise située sur Belay. On a du dessin industriel, par exemple. On met à disposition actuellement un cariste à temps partiel pour pouvoir répondre justement à un besoin croissant d'activité. Réalisation de plantons de croix de balisage. On a de la papeterie également, parce que c'est aussi, je ne l'ai pas dit, c'est l'activité traditionnelle des ESAT, la vente de papeterie. Si demain, voilà, vous voulez vous engager dans une démarche, en tout cas d'achat de papeterie, aujourd'hui, on a un acteur qui est sur Chambéry, qui permet en tout cas de consommer, de proposer ces articles à des tarifs qui sont tout à fait compétitifs, et ça permet également d'engager une démarche d'achat socialement responsable parce que l'acteur se situe à proximité. Et on a aussi, par exemple, une découpe des mises sous vide de saumon fumé avec un acteur du territoire. Voilà, en tout cas, le panel en tout cas de l'activité. Et puis, nous, derrière tout ça, donc on est ce fameux facilitateur qui manquait jusqu'à présent. On met en lien, on permet justement, on a signé un partenariat avec tous ces acteurs du territoire. Donc, il y a une dizaine d'ESAT et d'entreprises adaptées sur le territoire. Et l'idée, c'est de promouvoir leur activité. Et une fois qu'on accompagne les entreprises sur leur politique handicap, c'est de dire, nous, on est capable de venir faire un diagnostic de l'existant et puis ensuite vous mettre en lien avec le bon interlocuteur, par exemple avec le tunnel de Fréjus. On a permis en tout cas d'aller consommer la papeterie avec un ESAT qui est sur Chambéry. Et ça, c'est encore un exemple. En tout cas, il en existe plein d'autres. Et nous, l'idée, c'est vraiment en tout cas de créer et d'entretenir cette relation tout au long du partenariat. Super. Merci beaucoup, Karim, pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Morgane Gaucher de Valseny. Donc, je vais reprendre la main sur l'écran. Et donc, Morgane, je te laisse la parole. On aura un temps d'échange de toute manière à la fin pour revenir sur les interventions de chacun si besoin. Merci et bonjour à tous. Donc, pour me présenter brièvement, je suis responsable communication pour le domaine skiable de Valseny et je suis référente flocon vert sur le territoire, donc avec mes acolytes donc, de l'office et puis de la commune. Donc là, je vais vous parler plus spécifiquement d'un projet qu'on a réalisé cette année sur le domaine skiable. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Estelle. Pour vous remettre dans le contexte, on a un secteur carrément qui s'appelle Valseny-Termignon, donc un secteur du domaine skiable qui est relié au reste, qui est vieillissant. Donc, on a tout un plan de modernisation de ce secteur-là. On commence en gros par le bas et puis on monte, on modernise les remontées mécaniques. Et là, il y en a une plus spécifiquement qui a été en chantier cette année, donc le télésiège des Roches Blanches, qui est un 4 places. Qui datait de 89, donc qui a fait déjà 35 années d'exploitation. Il arrivait vraiment à la fin. Et l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience client sur l'ensemble de ce secteur-là. Donc, en fait, on a profité, tout s'est bien coordonné, on a profité du démontage de 2 autres appareils. Donc, un à Val Thorens, qui était le télésiège des Deux Lacs, et puis un à Montgenèvre, qui était le télésiège des Rochers de l'Aigle.
Donc, ils ont été démontés parce qu'ils ont mis des télécabines à la place. Et en fait, ces appareils, ils avaient une dizaine d'années d'exploitation, sachant qu'un appareil a environ 35-40 ans devant lui normalement. Donc, en fait, on a racheté ces deux appareils. On a reconditionné les pièces avec le constructeur et puis on a réussi à remonter du coup un télésiège complètement neuf, donc débrayable 4 places, pour remplacer notre appareil vieillissant. Estelle, tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, là je vous ai mis un petit peu des photos du démontage du télésiège à Valto. En fait, simplement, donc on démonte les appareils, et ensuite on assemble le matériel. Donc, que ce soit les gares, les pylônes, les télésièges, il y a presque tout qui est récupéré, qui est renvoyé en fait chez le constructeur pour remettre à neuf les pièces. Et puis à ça, on a assemblé des pièces qui ont besoin quand même d'être neuves, donc le câble, la boulonnerie, la couverture des gares. Donc ça représente à peu près 10% de tout le matériel qui était complètement neuf et qui a dû être produit exclusivement pour le chantier. On peut sur un projet comme celui-ci économiser 90% de la matière première principale qui est l'acier. Voilà. Et donc pour limiter l'impact sur la faune et la flore, on a gardé exactement le même tracé en fait, le même tracé. Et on a enlevé du coup pas mal de pylônes. On est passé de 21 pylônes à 12. Donc ça, c'est grâce aux progrès techniques qui ont été faits entre les années 80 et puis maintenant. Donc il y a quand même un impact qui est moindre sur leur environnement. On enlève la moitié des pylônes pratiquement. Donc pour cheminer et arriver à ce projet, ça fait des années qu'on en parle de cette modernisation du secteur de Valseny-Termignon. Ça s'est pas fait comme ça, l'administration, il y a les permis à obtenir, etc. Donc tout est très long. Le projet était un peu en stand-by depuis plusieurs années. Et puis là, voilà, tout s'est vraiment bien goupillé. Il y a eu la vente des deux autres appareils qui a permis de remonter ce projet-là en même temps. Donc voilà, c'est pas si simple. Ça peut se faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même une complexité derrière qui est à prendre en compte, surtout au niveau du timing. Parce que sur des gros chantiers comme ça, on a en fait à chaque fois les intersaisons pour les faire. Donc, il faut aller très vite. Et c'est vrai que ça rajoute de la complexité de partir avec deux appareils à démonter ailleurs dans d'autres stations, reconditionner les pièces, etc. Et puis les remonter ici plutôt que de se dire on part sur un appareil 100% neuf. Voilà, donc juste pour vous expliquer un petit peu comment on a procédé, on a fait appel à un bureau d'études alternative carbone pour nous aider sur le calcul des bilans carbone qui sont quand même assez complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, je pense que vous connaissez tous comment se déroule un bilan carbone. Il y a beaucoup de lignes, beaucoup de choses à calculer, etc. Donc, on s'est fait accompagner là-dessus. Et on a fait deux scénarios différents. Donc, un appareil 100% neuf et l'autre, le scénario avec le réemploi de pièces de seconde main. Tu peux passer la slide suivante, Estelle, s'il te plaît. Donc, voilà ce qu'on a pu... voilà, une petite synthèse du scénario avec un appareil qui serait 100% neuf. Donc, on a le chantier du démontage de notre ancien appareil. Donc, ça, c'est quelque chose, ça ne bougera pas, même avec le deuxième scénario. Ensuite, on a la fabrication de l'appareil, donc 100% neuf, toutes les pièces, etc. Leur transport, le chantier sur place, et puis ensuite l'exploitation de l'appareil. Donc, on a compté sur 35 ans à peu près, c'est ce qu'on arrive à faire plus ou moins pour chaque appareil. Et puis ensuite, la fin de vie de l'appareil, donc tout ce qui est recyclage, ferrailleur, etc. Et puis le transport de la ferraille, donc ça c'est pareil, c'est une case qui évoluera pas. Et puis tu peux passer à la slide suivante, Estelle, merci. Non, celle d'avant. Ouais, voilà. Et puis ça, c'est le scénario donc qu'on a retenu en récupérant les pièces des deux autres appareils, en réemployant les 90% de pièces qu'on a récupérées. Donc là, il faut ajouter en fait au schéma qu'on a vu avant les démontages des deux autres appareils, leur transport. Et puis par contre, on enlève une grosse charge qui est celle au niveau de la fabrication. Donc là, on a fabriqué simplement 10%, voilà, le câble et la boulonnerie, comme je vous le disais précédemment. Et puis après, toutes les autres charges, le transport, la construction, l'exploitation et la fin de vie, ça reste pareil. Mais on peut voir voilà, qu'on réduit considérablement les émissions de CO2. Donc, c'est pas négligeable.
Et puis tu peux passer après Estelle. Voilà. Et donc ça, c'est la matière principale qu'on utilise pour les remontées mécaniques, c'est l'acier. Donc là, on peut recomparer les deux scénarios. Voilà, là, il y a 35 tonnes d'acier qui ont été produites spécifiquement pour construire l'appareil, avec tout l'acier qui est réemployé des deux autres appareils qu'on a rachetés. Donc voilà, ça permet une grosse économie au niveau de la matière première utilisée. Et puis voilà, donc là, on l'a ouvert l'appareil le 14 décembre. Donc, pile à temps pour la saison. Ça a été chaud, mais ça s'est fait. Et voilà, donc une belle opération dont on est assez fiers parce que c'était quand même un gros boulot. Et voilà, j'en rajoute un petit peu une couche sur le fait qu'il faut vraiment que tout se coordonne et puis il faut vraiment tenir ça de manière très, très, très rigoureuse parce que voilà, c'est quand même des opérations qui sont très complexes, mais ça vaut le coup. Et voilà, plutôt que de tout envoyer au ferrailleur, là, on peut avoir un appareil qui est neuf. Le confort d'utilisation pour nos clients, il est le même que si l'appareil était neuf. En fait, eux, ils voient pas du tout la différence, mais voilà, on peut se dire qu'on a économisé quand même 90% de matières premières sur ce projet, donc c'est l'idéal en fait, et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse maintenant avec tous les prochains appareils si on est amené à les changer. Super. Bah, merci Morgane pour cet exemple bien concret. Je pense que ça donne une belle illustration d'effectivement de ce que peut être un projet d'achat responsable. Et donc je te laisse la main, Olivier, pour. Ouais, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux qu'on fasse déjà des questions-réponses sur les deux premières interventions, comme tu le sens? Bah, ouais, on peut prendre quelques questions si vous en avez. Tout était limpide. Et ben, si c'est bon, je te laisse Ouais. la parole et on fera Allez, c'est les parti. questions préparées. Moi, l'éclairage complémentaire que je voudrais apporter, c'est sur les questions de en fait, comment on coopère et en quoi la coopération peut ou pas être un levier pour résoudre cette problématique complexe des achats responsables. N'hésitez pas à interagir tout au long des slides. Juste pour situer d'où je parle et quel est mon background, moi j'ai fait 15 ans d'achat dans l'industrie automobile, qui sont des environnements où la performance, l'optimisation des coûts, des qualités, des délais, la gestion des risques sont des environnements très très présents. Euh, et la chance que j'ai eue pendant ces 15 années, c'est de bâtir, de mener ça en achat responsable. Alors on peut trouver des échos avec ce qui a été dit et par Karine et par Morgane, et également sur une dimension qui est forte pour moi dans les achats responsables, qui est de dire quelle est la relation qu'on met en place avec nos fournisseurs et comment on s'engage avec eux dans la durée, y compris quand c'est plus compliqué, plutôt que de trouver à chaque fois des nouvelles alternatives ou des fournisseurs toujours moins chers. Et ça, pour moi, c'est un élément important. Et l'image que je prends souvent, c'était de se dire est-ce qu'on choisit de se battre pour des miettes d'un gâteau entre clients et fournisseurs, ou est-ce qu'on choisit chacun d'amener nos ingrédients, de cuisiner ensemble un gros gâteau qui fera envie et qui nous permettra, nos fournisseurs et nous, de bien vivre. Et puis en 2020, j'ai souhaité accompagner différemment la fonction achat. Je me suis formé et certifié en intelligence collective. Je me suis beaucoup intéressé à l'économie circulaire et je suis un des cofondateurs de Solucir qui pousse pour faire des territoires des Deux-Savoie une économie, un territoire circulaire. Et puis j'ai rejoint aussi, et puis repris depuis un lab qui travaille sur les questions de coopération, d'innovation entre clients et fournisseurs, à la croisée des mondes institutionnels, universitaires et de l'entreprise. Et puis j'ai créé Foil Effect pour accompagner ça en 2022 et je suis également coach professionnel. L'idée étant de se dire, mon parti pris étant de dire, il faut transformer les cultures d'organisation et les cultures achats traditionnelles des entreprises. Le paradoxe, en fait, c'est que pour l'hypothèse que je peux faire pour beaucoup de services achats, qu'ils soient dans l'industrie, qu'ils soient dans les collectivités, qu'ils soient dans différents domaines, on l'a un petit peu dit avant, dans une logique d'optimisation, de gestion des risques, voire de conformité.
ça a aussi transparaît dans nos échanges précédents, dans les difficultés que vous aviez. Pour ceux d'entre vous qui sont soumis au code des marchés publics, il y a des difficultés particulières. Moi, celle que j'avais dans l'auto, c'était l'optimisation. Il y en a certainement d'autres. Et en tout cas, ces logiques d'optimisation sont un peu contradictoires avec ce qu'on demande aujourd'hui aux fonctions achats, de faire des achats responsables, de faire de la RSE, de participer à la décarbonation et d'innover. Et dans innover, peut-être un aparté là-dessus, l'innovation n'est pas que l'innovation technique, technologique, produit, etc., mais aussi l'innovation dans les business models, dans l'innovation responsable, l'innovation dans la manière de collaborer. C'est vraiment l'innovation au sens large. Dit différemment, la première partie, la partie gauche, nous a plutôt, fonction achat, habitués à être dans des positions hautes, à être dans des positions de donneur d'ordre. Je sais ce que je veux, je rédige les cahiers des charges et je vais trouver des fournisseurs qui vont être exécutants et qui vont être sous-traitants. Est quand même encore très présent aujourd'hui. Là où la logique de création de valeur nous amène dans une logique de partenaire. En fait, comment on coopère, comment on fait ensemble. Et c'est peut-être une des premières pistes de réflexion que j'avais envie de vous poser, c'est vous, de quelle manière vous avez envie de travailler avec vos fournisseurs? Et si vous vous mettez dans la peau de vos fournisseurs, vous pensez que dans quelle manière ils ont envie de travailler? Est-ce qu'ils ont envie d'être des simples exécutants face à un donneur d'ordre? Ou est-ce qu'ils ont envie d'être traités, je dirais, à parité, à égalité avec vous, même si c'est vous le client, pour proposer des solutions, pour essayer de trouver ensemble des réflexions, des solutions qui répondent aux enjeux de manière un petit peu plus intelligente. Donc ça, c'est un vrai premier changement d'état d'esprit à avoir au niveau de la fonction achat. Comment vous écoutez vos fournisseurs, comment vous dialoguez, comment vous échangez avec eux, et on verra quelques exemples par la suite qui peuvent démontrer ça. Pour dire différemment, ça c'est les travaux qu'on a menés avec le LAPIC, c'est de se dire comment on passe de pratiques vraiment un petit peu conflictuelles, on ne se parle pas ou on se rentre un peu dedans, à des logiques où la fonction achat, pour moi, là où elle est intéressante, c'est qu'elle a un rôle à jouer dans l'animation d'un écosystème amont d'une entreprise. Peut-être que c'est ce que fait aussi, c'est ce que fait Karim quand il propose d'être cet intermédiaire-là, c'est de se dire, voilà, plutôt que dans des relations très contractuelles, je vais essayer d'animer un écosystème en comprenant les problématiques, en essayant d'identifier un marché fournisseur et finalement en collaborant de trouver des solutions. Pourquoi en fait, on passe depuis pas mal d'années et sur ces sujets d'achat responsable de logique de compliqué à complexe. Un avion à fabriquer, c'est compliqué. Parce qu'il faut mobiliser toute une supply chain, tout un tas de corps de métier, depuis des gens qui vont faire la fibre de carbone, des moteurs, il va falloir assembler tout ça, etc. Mais ça reste seulement compliqué. Là où le fonctionnement d'un territoire de montagne, lui, il est éminemment complexe. Parce que le nombre d'acteurs est énorme, les interactions sont compliquées, le nombre de paramètres à prendre en compte est conséquent. J'aime bien, merci Morgane pour ton partage juste avant, on peut assez facilement imaginer que la complexité de mettre en œuvre le projet que vous avez mené est nettement plus grande que d'avoir juste appelé Poma, Doppelmayr ou GMM pour dire je veux un télésiège neuf. Je caricature, mais on comprend bien ça, effectivement, qu'il a fallu aligner un certain nombre de planètes pour arriver à mener ces projets ambitieux, et que peut-être que le plus simple aurait été juste de ne pas trop se poser la question, en tout cas en termes d'organisation et de culture, et d'acter sur du neuf. Ce n'est pas à ça que je vous encourage, bien entendu. Dit différemment, dans un monde compliqué, en fait, on peut avoir des processus. Christelle, tu en as parlé tout à l'heure, hein, comment on met en place des processus achats responsables, etc. On peut avoir des méthodes, on peut segmenter, on peut décomposer et arriver à trouver des solutions en restant sur donneur d'ordre, parce qu'on connaît bien. Dans un monde complexe, il va falloir coopérer, il va falloir co-construire, il va falloir explorer de nouvelles façons de faire, et il va falloir miser sur la relation et la confiance que vous pouvez avoir avec vos parties prenantes, qu'ils soient vos fournisseurs, mais qu'ils soient l'ensemble de vos parties prenantes. Et on essaie de mettre en avant quelques leviers pour répondre à cette complexité. La première, et c'est là que moi je me retrouve bien dans ce que vous prenez chez Montagne Rider, c'est l'intelligence collective. C'est de dire finalement, aussi brillants, aussi compétentes soient les individus ou vos organisations, je vais extrapoler, je ne connais pas très bien, mais je vais juste faire des extrapolations, Morgane, sur le cas que tu as présenté, et je compte sur toi pour compléter, corriger si je renvoie pas si je ne suis pas dans
je suis incohérent, voilà, le fait d'avoir identifié qu'il y avait quelque chose à Montgenèvre, qu'il y avait quelque chose qui se démontait à Valto, sans ça, vous n'auriez pas pu trouver vous-même des solutions. L'idée, c'est aussi de se dire en termes de diversité des approches, si on est tous dans le même moule, à fonctionner de la même manière, on aura du mal à trouver des solutions nouvelles à des problèmes existants. Peut-être que Karine, toi aussi, tu pourrais compléter sur quel est l'apport pour les entreprises en termes de diversité, de travailler avec des structures adaptées ou d'employer des travailleurs handicapés, notamment sur les handicaps, ce qu'on peut nommer comme handicap mental et qui ont des prismes différents et qui ouvrent à autre chose. Le deuxième axe, c'est comment on coopère. Et moi, ma définition de la coopération, c'est de se dire comment on va au-delà de la simple collaboration, parce qu'on est tous amenés à collaborer avec le voisin, avec l'entreprise voisine, mais comment on s'engage en fait dans des projets et comment on y prend du plaisir. Donc, comment on fait pour créer ça dans un monde qui est structuré par de la relation de d'ordre sous-traitant-descendant. Et puis, un concept que j'aime bien, qui est un gros clin d'œil dans Foil Effect, c'est le principe de l'effectuation. Le principe de l'effectuation, je vais l'illustrer comme ça. Imaginons que vous souhaitiez organiser un repas. Vous avez deux manières de le faire. Le premier, c'est probablement la manière dont vous avez l'habitude de fonctionner, vous. Et quand je dis vous, c'est aussi la plupart des organisations, c'est la planification. À savoir que je vais peut-être envoyer des invitations avec des jolis cartons pour que chacun réserve sa date 3 mois en avance. Et puis, je vais amener une thématique, je vais me documenter, je vais acheter des bouquins pour faire des recettes, je vais cuisiner, je vais préparer ça en avance, je vais faire une décoration spéciale, etc., etc. Et le jour J, j'aurai planifié tout mon événement, il est fort probable que mon événement soit réussi. Et puis, vous avez le deuxième principe, et cette planification est nécessaire à plein d'endroits. On voit bien que s'il n'y avait pas eu de planification, ça aurait été compliqué de mener ce projet de Roche Blanche. Et puis, il y a une deuxième méthode qui est l'effectuation. Et l'effectuation sur cette même thématique, ce serait de dire, là, il est 15h04. Tiens, j'ai rien de prévu ce soir. Est-ce que si j'envoyais, et si vous tous là autour de la table, je dis, venez à la maison ce soir, vous prenez ce que vous avez dans le frigo, on débauchera une bouteille, et puis on va cuisiner en fonction de ce qu'on a. Moi, peut-être que je vais apporter un bout de fromage, peut-être qu'il y en a qui va apporter une salade, etc., etc. Et ensemble, en fait, en partant de toutes les ressources qu'on a déjà, on va être en capacité d'imaginer des solutions, de cuisiner un repas et de passer une bonne soirée. Et moi, c'est vraiment une invitation, c'est de se dire, en fait, plutôt que d'être dans des logiques de il faut planifier en permanence et toujours dans des logiques de il me manque ça pour avancer, ou des horizons très long terme, comment on fait pour se mettre en action sur ces questions des achats responsables avec toutes les compétences que vous avez déjà. Et il y a plein de choses qu'on peut déjà aller explorer, il y a plein de choses qu'on peut aller initier pour répondre à cette complexité sans attendre d'avoir la solution idéale. Parce qu'encore une fois, si on avait la solution idéale, on ne serait plus dans la complexité, on ne se poserait pas ces questions des achats responsables. Et ce qui, derrière l'effectuation, dit la logique d'expérimentation et de droit à l'erreur aussi, qui dans nos cultures francophones n'est pas forcément très bien acceptée. Maintenant qu'on a dit ça, l'idée c'est de prendre 5 minutes peut-être pour vous présenter quelques exemples de concrètement comment ça peut se passer. Et j'ai choisi de le faire en 4 piliers qui sont 4 piliers d'accompagnement qu'on peut proposer dans Foil Effect. La première, c'est comment vous expérimentez de nouvelles façons de coopérer avec vos parties prenantes et en interne. Parce que si vous avez un service achat qui est isolé ou si vous avez un service commande publique qui intervient juste à la fin du processus pour valider quelques clauses mais qui ne regarde pas le cahier des charges, vous allez passer à côté d'un certain nombre de leviers. Comment on expérimente? On peut prendre cet exemple-là. Ça, c'est le directeur achat Quart Sud-Est de la SNCF Réseau qui nous a demandé d'organiser une journée avec une dizaine de ses fournisseurs dans un cadre très privilégié pour parler de la RSE et de la décarbonation, mais pas tant techniquement que pour parler de la manière dont eux travaillaient, dans la manière dont eux élaboraient les appels d'offres, et comment ça permettait ou au contraire limitait énormément le potentiel d'innovation en décarbonation. Et vous vous doutez que c'est plutôt la deuxième partie de la réponse qui a été mise en avant. Donc là, c'est vraiment comment on se pose, comment on se déconnecte du quotidien et on crée vraiment des espaces d'échange. Et ça a été une journée d'échange assez puissante qui a mis en avant les difficultés, en fait, l'intérêt que les uns les autres avaient sur ce sujet de décarbonation, y compris l'intérêt humain propre de chacun, parce que c'est des fibres qui faisaient vibrer les participants, et en même temps comment la manière de relationner, la manière de contractualiser, la manière de gérer les appels d'offres
brider, voire empêcher complètement tout ça. Un autre exemple sur des nouvelles façons de coopérer, ça c'est 2 ans d'accompagnement qu'on a fait avec Stoby, qui est un gros industriel de Faverges en Haute-Savoie, et qui sur un projet de 2 ans et sur une partie cœur du projet d'une année complète, a fait travailler ensemble 10 de ses fournisseurs de la vallée de l'Arve qui sont concurrents entre eux, et 6 fournisseurs de ses fournisseurs. Et en fait, on a fait travailler ensemble tous ces gens-là pour résoudre un défi commun. Et là, c'est comment on est passé en quelques mois d'une logique où entre concurrents, les fournisseurs s'estimaient concurrents, et donc étaient au mieux en se regardant en chien de faïence, au pire en agressivité. En fait, c'est comment on fait un switch pour qu'on comprenne qu'au contraire, il y a un intérêt pour l'ensemble de cet écosystème à résoudre ces problématiques et à être performant. Comment, au niveau de nos territoires, on ne fait pas de la compétition entre territoires, mais peut-être sur certains... Et il y en a, il est nécessaire qu'il y ait cette compétition. Mais comment aussi on fait de la coopétition entre acteurs, parce qu'il y a un certain nombre de défis que résoudre seul va être plus compliqué. Un autre exemple sur comment coopérer, Bouygues Construction, typiquement, qui voulait permettre à aller beaucoup plus dans l'innovation avec ses fournisseurs. Ils ont monté un programme collectif, une grappe de fournisseurs, où l'apport principal, si je synthétise, c'est de dire finalement, on va donner accès à nos chantiers, à nos petites PME, à nos startups, à nos fournisseurs, pour qu'ils puissent venir tester en live, en situation réelle, leurs innovations sur les chantiers. Donc, ça peut être aussi un des moyens d'aider au développement de ces solutions de demain, d'être le premier à en bénéficier. Voilà, pour moi, c'est aussi dans ces relations fournisseurs un moyen de faire des achats responsables. Il y a effectivement toute une dimension d'accompagnement au changement, développement des équipes et des individus. Je peux citer un exemple d'accompagnement avec Serge Ferrari, qui est une industrie nord-iséroise, où eux, ils ont choisi d'identifier au sein de leur structure une dizaine de plutôt jeunes cadres, entre guillemets à potentiel, et pendant 1 an, ils les ont accompagnés pour qu'ils prennent du recul sur un sujet transverse de l'organisation et qu'ils aillent faire des préconisations, etc. Et pour moi, ça peut être un moyen d'amener ces achats responsables, c'est de se dire, il y a peut-être des volontés à différents endroits, comment on crée un petit groupe qui va travailler sur ces sujets, qui va avoir un petit peu de temps dédié là-dessus, et qui va essayer de s'en emparer et de créer une dynamique par rapport à ça. Un autre exemple pour MAPED, ça a été 2 jours d'accompagnement de 45 personnes pour les aider à basculer justement dans ce principe d'effectuation, de passer de logique, il faudrait qu'on aille avec vers l'économie circulaire, mais on ne sait pas comment faire, mais on n'a pas le temps, mais il nous manque ça, mais, au contraire, non, en fait, ce qui nous manque juste, c'est l'impulsion, c'est l'audace d'y aller. Ça tombe bien, l'audace, c'est une de leurs valeurs, mais c'est l'audace d'y aller, et ce qui manque juste, c'est ce déclic, en fait. C'est passer de cette logique de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je planifie? Et si je planifie, il me manque toujours quelque chose. Donc, mon fameux dîner, le qui sont en marche, je vais le reporter en juin, en juillet, etc. Ou est-ce qu'en fait, je pars de ce que j'ai maintenant dans le frigo pour faire une bonne bouffe dès ce soir et pour commencer à me mettre en action? Sans compter que la mise en action, elle est quand même, c'est un puissant antidote à la nostalgie, à l'éco-anxiété, etc., etc. Il y a effectivement un des troisièmes leviers, vous pouvez expérimenter de nouvelles façons de coopérer, vous pouvez changer la culture, vous pouvez partager et sensibiliser. Il y a tout un tas d'outils de fresques. Vous pouvez rejoindre aussi des communautés de pratique. Le Club PIC, typiquement, c'est une communauté de pratique de décideurs achats qui travaillent sur ces sujets. L'idée, c'est de se dire, c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui en partageant, c'est aussi ce que propose Mountain Riders régulièrement avec du coded, des choses comme ça. C'est entre pairs, aidez-vous, soutenez-vous. Et puis, se former et transmettre. Il y a un certain nombre de formations, j'en ai nommé quelques-unes sur lesquelles on intervient, pour aller vraiment dans ces logiques d'innovation avec son écosystème, d'achat collaboratif plutôt que d'acheteurs donneurs d'ordre ou d'éco-conception. Voilà en quelques minutes ce que je voulais partager avec vous. Super. Merci Olivier pour ces apports et ces exemples aussi concrets d'entreprises et de projets. Est-ce que ça fait réagir certains? Je pense qu'on peut laisser place aux questions et aux échanges. Donc, vous pouvez adresser vos questions aux trois intervenants qui viennent de prendre la parole. Est-ce que
Moi, je voulais juste intervenir. Merci Olivier pour ta présentation. Je voulais juste illustrer en tout cas tes propos en tout cas avec un exemple qui me vient en tête avec un ESAT du côté de Grenoble. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, l'ESAT Sainte-Agnès, pardon. Et je trouve que ça illustre vraiment en tout cas aujourd'hui ce qui peut se faire de mieux parce que jusqu'à aujourd'hui les ESAT étaient plutôt renfermés. C'est pas du tout péjoratif, mais ils étaient plutôt renfermés. Et puis le dirigeant, en tout cas l'équipe dirigeante, a eu une démarche différente, c'est de dire en fait ils ont des nouveaux bâtiments et à l'intérieur de ces bâtiments, ils ont proposé justement à des entreprises de venir directement au sein de l'ESAT et en fait donc de pouvoir louer les locaux et être en lien avec les travailleurs et puis les équipes des ESAT. Et ça a créé une vraie dynamique parce qu'au début, il y avait beaucoup de réticences. Au début, il y avait beaucoup de questionnements des deux côtés. Et en réalité, il y a eu énormément, en tout cas, de positifs parce que ils ont pu créer une salle de pause commune, une salle de repas commune, enfin, un espace café. Et ils ont pu créer des liens comme ça, parfois même qui a pu aboutir, en tout cas, à des relations de fournisseurs-clients. Et ça fait partie, en tout cas, de ces exemples, en tout cas, qui montrent qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles et qu'en réalité, les bénéfices sont parfois même au-delà, vont même parfois au-delà d'une relation de simple, entre guillemets, client et puis fournisseur, quoi. Donc, et ça, c'est vraiment un exemple qui est assez intéressant et qui se fait, en tout cas, qui se fait peu, mais qui commence à se développer, en tout cas, sur les territoires. Moi, ça m'amène aussi à autre chose, Karim, ce que tu mentionnes, c'est un peu en miroir de ce que tu dis, où là, l'ESAT s'ouvre au monde de l'entreprise. Moi, j'avais eu le projet, j'ai pas réussi à le mener, mais dans une précédente vie professionnelle, d'essayer de faire en sorte que sur certains ateliers, on accueille des équipes complètes de travailleurs en situation de handicap. Oui. Et je trouve que si j'ouvre aussi, tu as beaucoup parlé du monde du handicap, il y a aussi tout le monde de l'insertion avec l'économie sociale et solidaire. Oui. C'est aussi des leviers pour moi dans des difficultés qu'on a sur nos territoires d'attractivité employeur. Ouais. En fait, c'est aussi un moyen de faire des liens comme ça et potentiellement d'avoir plus de personnes qui seraient prêtes à rejoindre nos organisations. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ça rentre dans le cadre des achats socialement responsables ou des achats inclusifs. Tout à l'heure, je parlais de mise à disposition. Il y a aussi cette possibilité d'avoir des équipes complètes avec un moniteur d'atelier qui se rendent directement en entreprise en tant que prestataire et pour une opération, comme je disais, permanente ou ponctuelle. Et pareil, ça permet également de créer des liens avec les salariés, de déconstruire aussi, parce que ce qui revient souvent, et nous on le voit en entreprise lorsqu'on intervient, c'est que la représentation du handicap, elle est biaisée. En tout cas, on l'imagine, en tout cas, souvent sur des pathologies qu'on connaît, plutôt les pathologies visibles. Or qu'en réalité, ça permet également à des salariés de se rendre compte que ma pathologie aujourd'hui peut rentrer aussi dans le cadre du handicap. Et ça permet vraiment, en tout cas, de déconstruire, de sensibiliser les salariés, parce que souvent, et nous, ce qu'on voit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi créé l'entreprise, c'est que souvent, les interventions autour du handicap, c'est plutôt quelque chose de culpabilisant, parfois infantilisant, et parfois sur des pathologies, on l'a vu sur les campagnes, par exemple, des JO, c'est souvent sur des handicaps moteurs. Alors qu'en réalité, le handicap en entreprise, il touche bien plus de monde et de pathologies. Aujourd'hui, je vous donne juste une donnée. Aujourd'hui, 23% des personnes en âge de travailler peuvent prétendre au statut de travailleur handicapé. Donc, c'est-à-dire que près d'un cinquième des personnes en entreprise, en âge de travail, peuvent être considérées comme en situation de handicap. Donc, ça veut dire qu'en entreprise, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent même pas, en fait. Il y a un vrai travail, en tout cas, d'aller sensibiliser, d'aller expliquer, de faire de la pédagogie. Et les achats permettent justement d'aller ouvrir et c'est de se dire, un ESAT, une entreprise adaptée, un travailleur handicapé, aujourd'hui, sont capables aujourd'hui de produire, de proposer des choses qui répondent aux besoins et de manière, en tout cas, locale. Et puis voilà. Donc, en tout cas, il y a vraiment, en tout cas, cette démarche qui prend l'ampleur, même si elle reste encore marginale. Ouais. Et justement, comment vous réussissez à embarquer dans ces projets? Parce que je note sur certains, vous avez utilisé parfois le mot réticence au début.
comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on passe à l'action justement pour faire en sorte d'embarquer tout le monde? Ça me fait penser aussi à Apolline de Val d'Isère qui est pas présente, mais qui me faisait un retour sur le fait que elle est déjà convaincue, mais c'est difficile d'embarquer. Est-ce que vous avez une réponse à ça ou des exemples? Je peux en nommer un. Là, je suis en train de travailler avec une grosse Comcom du territoire alpin qui a justement cet enjeu d'aller vers des achats responsables. Donc, ils ont fait leur spazer, leur schéma d'achat responsable, etc. Mais dans les faits, ils ont du mal à s'y mettre. Et typiquement, avec eux, on est en train de. Donc, on était ce matin avec le comité de direction pour présenter le projet et le valider. Et l'idée, c'est on organise une journée fin mars, début avril, avec l'ensemble des personnes qui sont concernées par l'achat. Donc, il y a des acheteurs, il y a de la commande publique, mais il y a aussi des services qui passent les marchés, parce qu'en fait, ils ne sont pas structurés. Il n'y a pas un gros service achat centralisé qui peut passer tous les marchés. Et l'idée avec ces gens-là, c'est de se dire, on va identifier un petit peu les leviers, et puis on va regarder un peu la programmation des achats à venir, et d'essayer d'identifier quels sont les sujets sur lesquels on pressent qu'il y a des choses à faire. Et c'est un petit peu cette équation à trois inconnus qui serait de se dire quels sont les sujets sur lesquels je pressens qu'il y a du vrai gain achat responsable, quelle est la difficulté à les mettre en œuvre, et puis qui est-ce qui est motivé. Et comment peut-être pour démarrer, vous mettez un portefeuille de projets avec des personnes motivées. Et je crois qu'en fait, la chance qu'on a, c'est que sur ces sujets-là, dans beaucoup d'organisations, il y a des gens qui sont motivés. Ça, c'est quand même un élément important. Et deux, une fois qu'on a identifié ces personnes motivées pour y aller, comment on fait pour avoir peut-être à la fois des projets qui sont pas forcément de grande ambition, mais assez simples à mettre en œuvre. Et il faut y aller, ça va permettre de montrer l'exemple, ça va permettre d'y aller. Fabien, c'est surtout pas dévaloriser ce que tu disais tout à l'heure sur les séparateurs de voirie, mais c'est excellent en fait. Peut-être que c'est pas le projet le plus complexe, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier, de montrer déjà des premiers résultats, de créer de l'enthousiasme, etc. Et puis peut-être qu'aussi il y a des projets plus complexes et l'exemple que pose Morgane sur son territoire est aussi très posant. Et voilà, c'est comment j'ai un portefeuille de projets qui permettent déjà de se mettre en action, d'avancer, de faire des premiers pas, et puis d'avoir de l'ambition sur des choses un peu plus justement ambitieux. Et comment dans vos organisations, vous soutenez ça, vous permettez ça, managérialement notamment. Oui, et pour compléter ce que dit Olivier, la difficulté, nous on le voit auprès des acheteurs, c'est déjà l'OTH. Tout à l'heure, j'ai vraiment présenté une toute petite partie, mais en réalité, c'est une mécanique qui est assez complexe. Je pense qu'il y a aussi une dimension formation qui est assez importante, c'est aussi de former aussi les équipes, les managers, les acheteurs sur ce que c'est que les achats inclusifs, comment on peut déduire, parce que c'est tellement vaste qu'on se perd vite et on a tendance à vite passer à autre chose. C'est aussi, en tout cas, et c'est ce qui manque parfois, c'est d'avoir une cartographie des acteurs. Aujourd'hui, il existe des plateformes en ligne, mais qui sont finalement très peu utilisées parce qu'il y a l'ancrage territorial est assez important. C'est aussi de savoir vers qui on se tourne. Et nous, ce qu'on remarque souvent, c'est c'est vrai que en tant qu'acheteur, je ne pense jamais, alors qu'on a déjà travaillé avec un ESAT, on a travaillé avec une entreprise adaptée, mais j'y pense jamais. Et je pense que c'est aussi important déjà de cartographier les acteurs existants. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est faciliter la relation parce qu'on se rend compte que, et pour avoir été issu du milieu associatif, c'est un milieu que je connais plutôt bien. Et c'est vrai que parfois, il y a des barrières entre les deux mondes, clairement, entre le monde de l'entreprise et le milieu associatif. C'est un monde qui est parfois compliqué. Et c'est trouver ces liens, ces passerelles, ces facilitateurs qui vont entretenir les relations et puis parfois lever des tabous qu'on peut y avoir parce parfois il y a des difficultés. Et une fois qu'il y a du dialogue, de la communication, c'est là qu'on arrive à faire de belles choses. Et puis d'aller sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément au départ, quoi. Si je peux rebondir aussi pour les réticences de certains, c'est sûr que sur des gros projets comme ça, et puis même des fois sur des plus petits projets, on a du mal à embarquer tout le monde. Je pense qu'on parle de transition un petit peu en permanence, et du coup, la transition, ça implique aussi, il y a un moment où il faut y aller, faut prendre un peu des risques, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et puis, un exemple qui marche comme ça, après, je pense que ça va en faire des petits, et puis il va y en avoir de plus en plus. Mais c'est vrai que le premier est pas facile, et puis il faut... Et voilà, il faut prendre des risques, je pense, pour les premiers projets.
Et à l'image de, si je reprends ce que disait Fabien aussi tout à l'heure dans le tour de table de départ, en fait, c'est qui les décideurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Fabien l'a nommé. En fait, le maire, il sait qu'il a l'oreille du maire là-dessus pour accepter le surcoût que ça coûte. Comment vous embarquez là et vous jouez un petit peu voilà, sur vous identifier qui sont vos alliés sur ces sujets pour pousser les pions et convaincre les réticents. Estelle, je m'excuse, je dois absolument partir. On a une autre réunion à 15h30. Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Eh bien, merci à vous, merci à tous en tout cas pour ce webinaire. Et puis, à très bientôt. À bientôt, Karim. Ça marche. Au revoir, merci bien. Au revoir. Et on peut prendre quelques questions. Il nous reste 5 minutes. Si, On vous avait pouvez une, Estelle, juste sur, je cherche à organiser une formation en fait, sur les achats responsables, mais qui soit plutôt assez technique sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur les différents volets environnementaux, sociaux. Du coup, là, tes messieurs étaient plutôt spécialisés dans l'un ou l'autre. Du coup, est-ce que vous avez des coordonnées d'acteurs privés qui peuvent organiser des formations dans la mesure où pour certains de mes clients, c'est compliqué par la PNF. Enfin, il y a plus enfin, il y a une histoire de vague où tu peux demander des formations et quand tu as loupé la vague, ça marche plus. Donc, du coup, je me tourne vers le privé. Et si jamais vous avez, vous, des contacts, ça peut être intéressant de les partager pour acculturer sur une journée un groupe d'acheteurs ou de référents qui portent des achats dans des collectivités, je pense, ou office. À ta disposition, Ouais, Christelle, aussi, si tu veux en parler. Ok. Je pense qu'Olivier saura plus te guider que moi pour le coup sur cette thématique-là. Merci. Top. D'autres commentaires ou réflexions? Je pense qu'on va être bon. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Je vais juste vous partager les prochaines dates où on se retrouve. On a enfin tous les lundis du mois, on fait une petite présentation du flocon vert pour permettre aux personnes qui sont pas encore au courant de ce que c'est ou qui cherchent à mieux comprendre ce que c'est. On se donne un rendez-vous régulier tous les lundis, tous les premiers lundis du mois. On a à Bourg-Saint-Maurice les rencontres nationales de montagne zéro déchet et le 17 avril, ça y est, la date est arrêtée, l'Éductour flocon vert à Saint-Gervais qui est précisé. Donc, on vous renverra les détails de cet événement par le lien, par la newsletter et autres. Donc, c'était un petit mot pour se dire qu'il y aura de nombreuses occasions de se voir en vrai et pas uniquement derrière un ordi. Et merci Olivier pour ta contribution aussi à ce webinaire. Et je pense qu'on peut clôturer. Donc, un grand merci à tous. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.